Alors, quel modèle allons-nous utiliser? Alors, le modèle de la régression simple, c'est un modèle linéaire. Hein. Alors, c'est YI. Alors, YI, on va reprendre le rendement. Donc, YI, c'est le rendement pour la parcelle numéro I. Égale alpha plus bêta XI. Alors, alpha, constante. Bêta XI, vous voyez que ma dose d'engrais, là, XI, elle est multipliée par le coefficient bêta, et c'est ça l'aspect linéaire, et c'est ça qui va nous donner des YI différents selon les valeurs de XI. Vous remarquez que XI, je l'ai écrit en minuscule, parce que XI, ce n'est pas une variable aléatoire. Quand je décide sur la parcelle I de mettre 100 unités d'azote, le 100, ce n'est pas une variable aléatoire. Donc petit xi. Simplement, donc que signifie bêta? L'interprétation de bêta, qu'est-ce que c'est? Bêta, c'est l'augmentation de rendement attendue quand xi augmente d'une unité. Donc quand j'augmente xi d'une unité, eh bien mon rendement yi, eh bien il augmente de bêta. Donc l'interprétation du coefficient bêta est assez naturelle. Alors je vais quand même vous demander d'arrêter de parler ou de sortir, vous deux là. Comme vous voulez. Interprétation du coefficient alpha. Alpha, c'est le rendement que j'attends lorsque xi vaut 0, c'est-à-dire en l'absence d'apport azoté. Donc là, ici, l'interprétation est très simple. Alors, vous remarquez que alpha plus bêta xi, ce n'est pas du tout aléatoire. Alpha, je ne le connais pas, mais c'est une valeur certaine. Bêta, je ne le connais pas, mais c'est une valeur certaine. Xi, ce n'est pas aléatoire, parce que c'est moi qui le fixe. D'où vient le côté aléatoire? Donc le côté aléatoire vient du résidu, epsilon i. Alors que représente epsilon i? L'observation me montre bien que quand, sur une parcelle, j'ai bien défini la quantité d'azote, ça ne me donne pas toujours systématiquement le même rendement, même si je prends la même parcelle, d'une année sur l'autre. J'ai beau avoir des parcelles identiques, je n'obtiens pas toujours le même rendement, bien que me plaçant dans des situations expérimentales identiques. Ça, c'est l'aspect aléatoire, qui est incontournable pour tout ce qui est biologique, bien sûr. Donc le epsilon i, c'est un résidu aléatoire. Alors on va faire quelques hypothèses sur ces résidus, hypothèses d'inégale importance. On va d'abord les supposer distribués normalement. Et ceci nous rappelle tout à fait l'analyse de variance. D'ailleurs, on envisagera les parentés entre analyse de variance et régression dans le deuxième module. Les epsilon-i, on les suppose distribués normalement, ce n'est pas du tout une contrainte. C'est-à-dire que cette normalité, elle est là pour nous assurer de la normalité des indicateurs que l'on va produire ultérieurement, mais cette normalité des indicateurs, elle est assurée asymptotiquement. Donc ce n'est pas du tout une contrainte, ce n'est pas du tout un souci. Les epsilon-i ont une espérance nulle. Ça, ce n'est pas une contrainte non plus, ça vient tout simplement du fait qu'il y a une constante dans le modèle. Si les epsilon-i en espérance valaient 1, ça veut dire que j'ai oublié 1 dans alpha. Donc dès l'instant qu'on met une constante dans le modèle, tout naturellement, les epsilon-i sont centrés. Alors par contre, la variance des epsilon-i est égale à sigma 2, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de i. On retrouve exactement la même discussion que pour l'analyse de variance. Ça par contre, c'est une hypothèse qui n'est pas forcément très réaliste. C'est-à-dire qu'on peut dire, dans certaines conditions expérimentales, on s'attend à plus de variabilité que dans d'autres conditions expérimentales. Mais ça, on le nie ici. On fait comme si. Ça peut peser un peu sur les résultats. On peut s'affranchir de cette hypothèse, mais ça devient alors excessivement technique. Alors, autre point avec lequel, par contre, il ne faut absolument pas plaisanter, si tant est qu'on puisse plaisanter avec le reste, c'est epsilon-i, epsilon-j, une covariance nulle. C'est-à-dire que les résidus sont non corrélés. Ce qui se passe en I n'a rien à voir avec ce qui se passe en J. Ça, c'est très important. Si on n'a pas ça, tout s'écroule. Ce qui se passe en I n'a rien à voir avec ce qui se passe en J. Peut-être que pour ma parcelle I, elle est un peu meilleure que ce à quoi je pourrais m'attendre, compte tenu de telle dose. Et bien, la parcelle J, elle n'a aucune raison d'être spécialement meilleure ou spécialement moins bonne. Ça n'a rien à voir, ce qui se passe en J, avec ce qui se passe en I. Ça, c'est très important, cette indépendance entre les parcelles. Alors, le modèle peut s'écrire sous une autre façon. Voilà un schéma qui peut être utile pour certains, qui peut faire comprendre. C'est que finalement, en espérance, l'espérance de YI, c'est tout simplement une droite.
espérance de yi, c'est alpha plus bêta xi. Alors vous voyez, je trace la droite ici, alpha plus bêta x. Qu'est-ce qui se passe en xi? Eh bien, en xi, j'ai bien l'espérance de yi. Très bien. Mais quand je suis ici, cette valeur, ce n'est que l'espérance. En fait, j'ai toute une distribution. Cette distribution, c'est une distribution normale, c'est ce que j'ai indiqué ici, et elle a la même variance, sigma 2. Ici, j'ai mis écart type sigma. Elle a le même écart type que laquelle? Elle a le même écart type que la distribution que j'obtiens ici en x1. Vous voyez, c'est la même distribution, là, avec exactement le même écart type. Voilà. Ça, c'est un petit schéma qui peut vous aider à comprendre. Quand je suis à xi, en fait, je m'attends à des tas de choses, et toutes ces choses, eh bien, elles sont centrées sur le point alpha plus bêta xi, avec le même écart type quand je passe d'une valeur de x à l'autre.